Bienvenue à tous, bonjour Emmanuel. Bonjour Émilie. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parlement Hebdo. Retour sur les temps forts qui ont marqué la semaine politique avec tout d'abord ce vent de panique venu du Mexique. La grippe porcine affole le monde et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En France, l'Elysée suit l'affaire de très près. Après les vacances de printemps, les parlementaires ont retrouvé le chemin de l'hémicycle cette semaine. Ambiance houleuse à l'Assemblée avec le grand retour du projet de loi sur Internet et le piratage. Quelques tensions aussi au Sénat avec la réforme de l'hôpital et les manifs. Et puis l'anxiété sociale, bien sûr, encore et toujours. Les défilés du 1er mai sur fond de crise et la gauche qui mène aussi l'offensive au Parlement, nous le verrons. Et on va bien sûr parler de tout cela, Emmanuel, avec un député méridional proche, très proche du chef de l'État. Et oui, notre invité, c'est le député maire UMP de Nice, Christian Estrosi. Bonjour. Bonjour. On vous a vu récemment avec le chef de l'État. Vous l'avez reçu à Nice pour un discours qui a repris et développé le thème de l'insécurité, notamment la lutte contre les bandes. Alors le chef de l'État a pris un certain nombre d'engagements qui vont se traduire dans une proposition de loi. C'est vous qui allez la signer. C'est de la com ou faut vraiment encore une nouvelle loi sur l'insécurité ? Non, on dit toujours c'est une loi de plus. Ça n'est pas forcément une loi de plus. C'est une loi qui vise d'abord à étendre des lois existantes pour les adapter à l'évolution de la délinquance qui est en mutation permanente et en même temps à faire beaucoup de prévention dans un domaine où si nous avons obtenu des résultats de grande qualité, puisque sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui président de la République, hier ministre de l'Intérieur, depuis 2001, c'est de près de 11% que la délinquance a baissé dans notre pays, meilleur résultat depuis des années en France, et surtout des taux d'élucidation qui sont montés de 25% en 2001 à près de 37% aujourd'hui. Et alors Nicolas Sarkozy, comme à son accoutumée, a décidé qu'il ne fallait surtout pas baisser la garde et qu'au moment où on voit que de plus en plus la délinquance agit en bande organisée, il faut de nouveau apporter une réponse appropriée, ferme et juste, ferme avec les voyous et juste avec les victimes et les honnêtes citoyens. Et vous serez son relais donc à l'Assemblée nationale. Alors votre élection à la mairie de Nice en mars dernier vous a conduit à quitter le gouvernement à ce moment-là. Vous occupiez des collectivités locales. Vous avez de l'outre-mer. De l'outre-mer, pardon. Mais vous êtes aussi à un moment occupé des collectivités locales. J'étais ministre de l'aménagement du territoire précédemment. Voilà, c'est pas complètement faux. Vous avez aussi disparu de l'organigramme de direction de l'UMP, mais on dit que ce n'est pas une disgrâce et qu'en échange, on vous a promis un retour au gouvernement, un nouveau portefeuille ministériel. Alors vous confirmez ? Je ne suis pas candidat, on ne m'a rien proposé, je ne suis pas demandeur. Vous savez, seul le président de la République, en fonction des situations, est à même de savoir à qui il doit faire appel, c'est tout. Réponse extrêmement prudente. Permettez-moi simplement de dire que moi je n'ai pas d'état d'âme, je n'ai que des états de service. Ça fait 25 ans que j'essaie d'accompagner le président de la République dans son parcours et qu'aujourd'hui, là où je lui serai le plus utile, je répondrai à son appel. Ex-champion de moto, on vous a surnommé le motodidacte. Et alors, je me suis laissé dire que vous préparez un livre qui aurait ce titre. Alors là, est-ce que vous pouvez confirmer ? Non, je ne confirme pas. Je prépare un livre, c'est vrai. Mais ça s'appellera pas comme ça. Dont le titre est Ma différence. Ouais. J'essaie de démontrer comment un enfant de la République, fils d'immigrés, qui est issu de classes populaires, a pu, face à toutes les élites, et particulièrement celles de gauche, qui sont toujours les plus promptes à donner des leçons, mais dès que quelqu'un qui n'a pas le même cursus universitaire que le leur n'accepte pas qu'il puisse se hisser dans l'ascenseur social, a démontré que tout cela était possible pour dire à tous les jeunes de France: tout est possible dans notre pays quand on en a la volonté. On lira ça avec attention, Christian Estrosi. On va maintenant revoir ensemble les temps forts de la semaine. Et on commence bien sûr avec la journée de lundi. La grippe porcine affole la planète. C'est donc l'événement de la semaine, l'inquiétude qui s'accroît dans le monde entier, l'alerte à la grippe porcine ou grippe mexicaine. Lundi, le premier cas avéré détecté en Europe, en Espagne. L'Union européenne déconseille les voyages au Mexique et même aux États-Unis. En France, un important dispositif est mis en place. Anne-Louise Leroy. Aucun cas déclaré, mais la France se tient prête. En cas de pandémie grippale, le matériel est précieusement stocké pour faire face au virus. On a actuellement 33 millions de traitements
De quoi traiter 33 millions de malades. Sur les masques FFP2, qui sont des masques destinés aux professionnels, qui sont des masques à forte capacité de filtration, il y a un stock d'environ 750 millions de masques. Pour les masques chirurgicaux, qui sont destinés à être donnés aux malades, il y a aujourd'hui en stock 1 milliard de masques. Le ministère se refuse à donner toute information sur les différents lieux où se trouve notamment le Tamiflu. Cet antiviral développé par un laboratoire suisse est jugé efficace par l'Organisation mondiale de la santé. Depuis ce week-end, une cellule de crise a aussi été mise en place au ministère. Il appelle les voyageurs et les 27 000 Français résidant au Mexique à être très prudents. Mais la France ne prévoit pas de dispositif de quarantaine pour le moment. Les autorités recommandent seulement une grande vigilance en cas de symptômes grippales. Une douzaine de spécialistes du service général de la Défense ont par ailleurs été mobilisés dès vendredi. Ce service du Premier ministre suit heure par heure l'évolution de l'épidémie. C'est depuis le ministère de l'Intérieur que la gestion opérationnelle serait assurée en cas de scénario catastrophe. Christian Estrosi, l'inquiétude a monté tout au long de la semaine. Comment faire la part entre la précaution et aussi la psychose? D'abord, le gouvernement a pris des décisions rapides, cohérentes et coordonnées sous l'impulsion du président de la République. Nous savons que la France est au plan sanitaire sans doute un des pays les plus structurés, les plus organisés et qui prend le plus de précautions dans le monde face à ce type d'événement. Nous l'avions déjà vu. Ou jamais trop Il n'y a jamais assez de précautions. Voilà, il y a 2 cas qui ont été suspectés dans notre pays. Nous sommes les premiers à avoir lancé un appel aux autres pays européens pour qu'il n'y ait plus de vol en direction du Mexique tant que nous n'aurions pas complètement endigué le phénomène. Je suis moi-même président du centre hospitalier universitaire de Nice, un des plus grands CHU de France. Je peux vous dire aujourd'hui que sous l'impulsion du gouvernement, toutes les précautions ont été prises pour que nous puissions éviter des drames dans notre pays. Donc je dis à tout le monde, soyez fiers d'être français et dans un pays qui sans doute prévient plus que les autres et nous permettra d'éviter des drames. Allez, j'en viens maintenant au climat particulièrement tendu à l'Assemblée nationale cette semaine. Vous avez dû bien sûr vous en rendre compte. Alors, petit rappel des épisodes précédents. Juste avant les vacances de printemps, les députés s'étaient séparés sur un gros bug. Pas assez de députés de droite en séance. À l'inverse, grosse mobilisation de la gauche. Résultat, le rejet du projet de loi sur Internet et le piratage. Alors, après la trêve des vacances cette semaine, c'était un peu la reprise des hostilités. Avec par ailleurs un nouveau motif d'affrontement, le retour du débat autour du travail le dimanche. Rentrée houleuse au Palais Bourbon, c'est un sujet signé Céline Bittner. Qui est pour éviter un nouveau couac à tout prix. Avec le retour du projet de loi création et Internet mercredi, pas question pour l'UMP, le gouvernement, d'offrir une nouvelle victoire politique à la gauche. Conséquence, Jean-François Copé a écrit aux 317 députés de la majorité pour les mobiliser dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, à droite, on se dit confiant sur l'issue du vote. Les socialistes ont fait un petit coup tordu. Allez, on se cache derrière le rideau. Et honnêtement, nous, on va leur répondre massivement en soutenant ce texte et sans cacher nous-mêmes des gens derrière le rideau. Parce qu'on n'a pas envie que le Parlement devienne un jeu de bataille navale. Mais les vacances ont-elles apaisé les esprits? Pas si sûr. À l'UMP, certains comme Lionel Tardy continue ouvertement de critiquer le projet de loi contre le téléchargement illégal. Et la gauche, elle, se dit prête à continuer la bataille. Une manifestation était d'ailleurs organisée samedi devant l'Assemblée pour dénoncer le passage en force du gouvernement. Nous aurions pensé que le gouvernement, sagement, compte tenu du vote du 9 avril, ne représente pas ce texte. Parce que ce texte, en plus, nous en sommes persuadés, est un texte qui remet en cause un certain nombre de principes constitutionnels. Un climat qui sera d'autant plus tendu cette semaine à l'Assemblée qu'un autre débat revient sur le devant de la scène. Le travail le dimanche. À l'automne dernier, la proposition de loi de Richard Maillet avait été reportée sine die, raison le dépôt de 7000 amendements par la gauche, mais aussi l'affront de certains députés UMP. Hier, Brice Hortefeux annonçait le retour du texte au Parlement. La possibilité de travailler volontairement le dimanche dans des zones bien définies était un engagement du candidat Nicolas Sarkozy. Cet engagement doit être tenu et il sera atteint. Le dossier était bloqué, nous allons le débloquer. Une proposition de loi sera déposée dans les prochaines semaines et sera débattue en juillet prochain au Parlement. L'opposition parle déjà de provocation.
Voilà, et on va voir comment toute la semaine la tension est allée crescendo entre majorité et opposition parlementaire. Oui, lundi également, les chiffres du chômage, très mauvais une nouvelle fois, 62 000 demandeurs supplémentaires qui se sont inscrits en mars sur les guichets du Pôle emploi. Le gouvernement prépare les esprits à ne pas voir le bout du tunnel avant 2010. Le point avec Henri Bouvier. Encore un mauvais chiffre pour l'économie française, même s'il n'est pas catastrophique, selon la ministre de l'économie Christine Lagarde. C'est en tout cas moins qu'en février dernier. Le Pôle emploi avait alors recensé 80 000 chômeurs de plus, portant à 2,38 millions le nombre de personnes à la recherche d'un contrat et n'ayant pas travaillé dans le mois. Et cela sans compter les départements d'outre-mer et leurs quelques 300 000 chômeurs. Depuis le début janvier, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse de 250 000 personnes et la barre symbolique des 2,5 millions de chômeurs sera très certainement franchie en avril. La situation n'est pas près de s'améliorer. Les plans sociaux vont continuer à se succéder comme à Molex, Continental ou à Caterpillar. De quoi entretenir durablement l'agitation sociale. Christine Lagarde l'admet, il faut s'attendre à des chiffres qui seront mauvais pendant un certain temps. Car même si l'économie repart, ce qui est loin d'être le cas, il faudra près d'1 an pour que les patrons se remettent à embaucher. Alors justement, Christian Estrosi, on a une unité syndicale qui est retrouvée et qui est sans précédent depuis des années. Ça illustre la tension sociale qui monte. Le gouvernement n'a pas vraiment une réponse à la hauteur de l'inquiétude, là. Si. D'abord, ça traduit une inquiétude qui est tout à fait légitime. C'est le rôle des syndicats. Mais je crois que les syndicats sont tout aussi conscients de tous les Français que le monde, je dis bien le monde, la planète, traverse une crise économique et financière sans précédent. Qu'en même temps, la France est sans doute un des pays au monde qui a pris les mesures les plus énergiques pour éviter un certain nombre de drames. Soyons concrets. Cette semaine, il y avait par exemple au Conseil des ministres la présentation du projet de loi pour la formation professionnelle. C'est bien, mais est-ce suffisant comme réponse en matière de politique de l'emploi en temps de crise? Vous oubliez de rappeler qu'avant, il y a d'abord eu la protection des petits épargnants. Je vous demande de regarder ce qui se passe dans d'autres pays où cette mesure n'a pas été prise et où les placements des petits épargnants, c'est perdu. Nous, il n'y a pas un seul Français, quelle que soit sa condition sociale, qui puisse dire que son compte en banque n'a pas été protégé, qu'il ne peut pas les retirer à quelque moment que ce soit son argent. Première mesure. Deuxième mesure, est-ce qu'il faut tout dire? On va parler simplement de la mesure de cette semaine en laissant entendre que ça serait la seule mesure qui ait été prise. Un plan d'investissement de 26 milliards d'euros en matière de relance qui, accompagné par les collectivités ou par un certain nombre d'entreprises, génère plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissement dans notre pays. Je prends l'exemple de ma collectivité. Ça me permet par exemple à Nice de construire ou de réhabiliter en logement insalubre près de 3000 logements au lieu de 2000 qui étaient programmés. Pour ne prendre que cet exemple, mais je pourrais prendre les écoles, les crèches, les autres investissements publics. Et ça fait bosser des entreprises localement, là. À chaque fois, c'est le donnant-donnant. Je dis aux entreprises, vous vous engagez parce que la collectivité, grâce au soutien de l'État, fait l'effort conséquent à ne pas licencier. Et qui plus est, nous avons des clauses d'emploi et de formation à l'intérieur de nos procédures d'appel d'offres qui imposent aux entreprises qui sont adjudicataires des marchés de recruter, de former des jeunes. Donc on voit bien déjà que c'est une mesure qui porte ses effets. D'ailleurs, les chiffres que vous avez annoncés sont déjà des chiffres qui baissent en termes de diminution de la montée du chômage par rapport aux chiffres du mois de mars précédent. Donc on voit que tout cela est en train de porter ses fruits. Et enfin, les mesures pour la formation, et notamment la formation et l'emploi des jeunes qui ont été présentées cette semaine, le président de la République a souhaité que tant dans l'investissement, dans la formation ou dans l'aide à la consommation et au pouvoir d'achat, aucune mesure ne soit négligée. C'est sans doute pour cela que la France, moins que d'autres pays en Europe, subit les conséquences de la crise. Allez, place maintenant à des images plus douces, en tout cas plus consensuelles. La visite de Monsieur et Madame Sarkozy en Espagne. C'en est bien fini de la polémique qui a agité les deux côtés des Pyrénées. Confère, vous vous en souvenez bien sûr, l'affaire Ségolène Royal et des propos qu'elle avait prêtés à Nicolas Sarkozy sur le manque d'intelligence de son homologue espagnol. Désormais, grande démonstration d'amitié entre le président français et José Luis Zapatero. Terrorisme basque, immigration clandestine, trafic de drogue, les deux pays travailleront désormais ensemble, main dans la main. Et on va passer à l'actualité de mardi. Comment empêcher la désertion des hémicycles ?
Et oui, mardi, ça chauffe encore à l'Assemblée nationale avec la publication d'une enquête établissant un classement des bons et des mauvais parlementaires. D'un côté, il y aurait donc les bosseurs dans l'hémicycle, en commission, et de l'autre, les députés à la présence plus fantomatique. Tout de suite, les explications avec Julien Jacquet. Un hémicycle presque vide, des députés absents, c'est une scène que l'on voit un peu trop souvent à l'Assemblée nationale. Qui sont les députés les plus absents, qui sont ceux qui travaillent le plus? Un journaliste a établi son propre classement, tout simplement à partir des statistiques officielles du site de l'Assemblée nationale. Vincent Nouzy a relevé notamment les interventions en séance publique ou en commission. On a relevé environ 140 noms de députés qui ne cumulent au total que moins de 10 interventions en 22 mois, ce qui fait moins d'une intervention tous les 2 mois, donc ce qui est quand même assez peu. Donc on voit bien qu'il y a une grande partie, environ 150 députés, qui ne font que passer et qui n'interviennent quasiment jamais, que ce soit en séance ou en commission. Donc c'est un indice d'activité ou d'inactivité, on peut les appeler les députés fantômes. Parmi ces mauvais élèves, on note par exemple la présence de Christian Estrosi, Jack Lang ou Jean Tibéry. Mais le bonnet d'âne revient à Pierre Bédier, qui était jusqu'à récemment député UMP des Yvelines. Depuis juillet 2007, depuis qu'il était élu député UMP des Yvelines, Pierre Bédier cumulé, on peut les lire sur le tableau, 0 intervention en séance, 0 intervention en commission, 0 rapport, 0 proposition de loi, 0 question écrite. Je crois que le bilan est assez parlant de lui-même. Dans ce classement, il y a aussi les bons élèves. C'est Didier Migaud qui est le premier de la classe. Le député PS de l'Isère totalise 303 interventions depuis juin 2007. Patrick Ollier et Pierre Méhaignerie complètent le podium. Alors, Christian Estrosi, vous seriez un député fantôme ? D'abord, permettez-moi plutôt de remettre le bonnet d'âne à celui qui vient de faire les commentaires, au journaliste qui est totalement incompétent. Parce qu'il a bien rappelé que c'est sur 22 mois. Il a oublié simplement que je n'ai été élu député que le 26 mai 2008, c'est-à-dire il y a 11 mois. Vous lui avez écrit pour lui rappeler ? Je lui ai rappelé bien évidemment qu'il valait mieux qu'il retourne en classe pour passer son diplôme de journaliste politique. Parce que quand on ne va pas au fond des choses, alors que tout le monde sait que je suis un des députés qui depuis 20 ans au Parlement est des plus présents et des plus travailleurs, qu'il multiplie au moins sur 22 mois par 2, sachant qu'en tant que ministre de l'Outre-mer, pendant les 11 mois précédents, j'ai défendu 2 lois de finances, une loi sur la Polynésie et par définition, plusieurs textes. vous étiez au Parlement. Au-delà de votre cas personnel, bien sûr, Christian Estrosi, au moment où on parle beaucoup de revaloriser le Parlement, c'est vrai qu'on voit aussi de nouveau apparaître tout le débat sur le cumul des mandats. Est-ce qu'il faut aussi des sanctions financières pour les députés ou les sénateurs qui effectivement ne sont pas assez en séance ou en commission? Quel est votre regard là-dessus? C'est une vraie question quand même. C'est une vraie question. Mais la vraie question, c'est aussi de regarder au fond des choses la présence des députés en commission, les auditions sur les rapports qu'ils préparent, leur présence sur le terrain. Le cumul des mandats, vous serez toujours farouchement pour? Est-ce qu'on doit comparer un député qui habite dans le 7e arrondissement et qui représente cette circonscription et un député qui est au fond de la Bretagne, dans le Nord-Pas-de-Calais ou au fin fond des Alpes ou des Pyrénées? Mais encore une fois, il y a aussi le fait que vous avez avec l'exigence. Et alors, qu'est-ce que ça change d'avoir 2 mandats? À partir du moment, mais qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que vous êtes, par exemple, vous êtes obligé d'être la moitié de la semaine à Nice plutôt qu'à Paris. Permettez. Attendez, 3 jours. D'abord, le Parlement, c'est 3 jours par semaine. Ne suis-je pas 3 jours par semaine à Paris? En même temps, nous voyons bien le texte de loi sur les bandes dont j'ai été chargé. Permettez-moi de vous dire que d'être le maire de la 5e ville de France, qui est confronté au phénomène de bandes organisées tous les jours, qui doit garantir la sécurité de sa population, qui est sans doute plus qualifié que quelqu'un qui sortirait d'une grande école et qui aurait été mis sur une liste dans le cadre du non-cumul des mandats et qui n'aurait aucune expérience de terrain, serait sans doute moins qualifié pour porter un texte devant le Parlement comme je vais le faire. La vraie qualification, c'est justement le bon équilibre entre l'expérience de terrain et être un bon législateur. Ça fait 20 ans que je suis membre de la commission des lois et j'ai la prétention d'être dans le domaine législatif un des plus qualifiés au sein de notre Assemblée. Et bien voilà pour la mise au point, très clair. Allez, retour maintenant à notre grand feuilleton de la semaine, Christian Estrosi. Le bras de fer entre le groupe UMP et le groupe PS de l'Assemblée sur l'épineux dossier de la loi Internet et le piratage. La droite, je le disais tout à l'heure, n'a pas digéré l'affront de l'offensive socialiste d'avant les vacances. Le PS, je vous le rappelle, qui avait joué la surprésence dans l'hémicycle
l'hémicycle pour faire rejeter le texte de Christine Albanel. Alors mardi, Jean-Marc Ayrault et Jean-François Copé s'affrontent de nouveau. Et c'est un peu à qui se posera le plus comme le grand défenseur du travail parlementaire. Écoutez, vous allez le comprendre tout de suite, ça ne transpire pas vraiment l'amitié. La petite manœuvre à laquelle vous vous êtes livré le 9 avril dernier, discourtoise et déloyale, bien contraire à la tradition parlementaire, a eu une apparence, celle d'une petite victoire minable de votre groupe pour une journée. Elle a une réalité. Vous vous êtes payé pour pas cher une belle quinzaine d'antiparlementarisme. Il y a quelque chose d'inacceptable dans l'attitude de M. Copé qui s'explique sûrement tant les députés UMP aujourd'hui ont été tensés parce qu'ils n'étaient pas là et qu'aujourd'hui l'Élysée vous regarde et que cela vous tracasse et que cela vous angoisse parce que, comme vous allez le faire sûrement pour le projet de loi sur le travail du dimanche, vous allez vous soumettre au diktat présidentiel. Quelle drôle d'image tout cela donne du Parlement, Christian Estrosi. D'abord, M. Ayrault est un mauvais acteur dans un mauvais rôle. Il sait parfaitement qu'avec 19 députés, ils ont joué du faido en se cachant derrière des rideaux, dans ce qui est une tradition parlementaire, c'est-à-dire qu'après qu'un texte ait été voté à l'Assemblée nationale et voté au Sénat, au terme d'une commission paritaire où on a arrêté un texte global entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il y a un accord pour qu'il y ait. Alors ils vous disent à gauche c'est de bonne guerre, il est normal d'utiliser le Parlement pour faire de l'opposition. Quand on revendique à gauche d'avoir été 19 députés en séance sur près de 200, où étaient les 181 autres ce jour-là. Sur cette tension, cette espèce de guérilla parlementaire qui est en train de s'installer, est-ce que ça crée vraiment un climat très sain ? Parce qu'on voit bien que dans notre pays, il y a un espèce de climat de violence, dont la crise économique et financière est pour beaucoup, et que le devoir des députés de droite comme de gauche, c'est d'avoir le plus de dignité possible, le plus de hauteur possible par rapport à la situation, parce que nous avons besoin de rassurer les Français, et parce qu'il y a des temps dans la vie politique où nous devons essayer de chercher des compromis, surtout sur des sujets aussi importants que cela, plutôt que d'afficher ce type de querelle. Franchement, ceux qui vont bosser le matin, ceux qui envoient leurs gamins en classe en sachant qu'ils risquent d'être menacés de raquettes, d'agressions, etc., quand ils voient cette image le soir, c'est pas celle qui les encourage. Ils ont besoin de nous entendre parler de sujets concrets et de recherche de compromis en cette période de crise. Après, quand tout va bien, on peut peut-être se permettre quelques excès, mais là on était vraiment dans l'excès de la part de M. Ayrault, après la scène qu'il nous avait jouée il y a quelques semaines de cela sur Hadopi. Allez, autre sujet sensible. J'en dis un mot. Qui sont les perdants dans cette affaire? Ce sont les artistes et les créateurs qui continuent à être volés pendant un mois, puisque la semaine prochaine ça sera voté et on aura réglé le problème, à cause de l'attitude de M. Ayrault et des députés socialistes et communistes. Bon, soyez pas dans la revanche non plus. C'est du jamais vu dans le secteur hospitalier. C'est un autre sujet très sensible cette semaine, une mobilisation sans précédent pour protester contre la loi Hôpital Santé Territoire. Plusieurs milliers de blouses blanches qui ont défilé à Paris sous des banderoles appelant à ne pas confondre l'hôpital avec une entreprise. Le cortège s'est même rassemblé devant le palais du Luxembourg au moment où les sénateurs commençaient l'examen du texte en commission avec le souci de trouver un compromis. Le récit de la journée, Fabrice Cunet. C'est Jean-Pierre Raffarin qui a tiré le premier, jugeant la réforme de l'hôpital trop confuse. La sortie de l'ancien Premier ministre sonne comme un avertissement pour Roselyne Bachelot. La majorité au Sénat ne votera pas le texte les yeux fermés. Même constat du côté des centristes et leurs 80 amendements. Il faut que les médecins puissent avoir une vraie participation à la gouvernance de l'hôpital et par nos amendements, on va faire en sorte qu'il en soit ainsi. Face à ces dissensions, Valérie Létard, en charge du volet handicap et dépendance, est venue faire de la pédagogie ce matin. D'abord au centre, puis devant la majorité, reconnaissant à demi-mot un risque de fronde sénatoriale sur l'autre partie du texte. Très honnêtement, encore une fois, sur ce champ-là, je ne peux pas vous parler du champ sanitaire à la place de ma collègue Roselyne Bachelot, mais en tout cas sur ce champ, il y a un relatif consensus sur la nécessité de décloisonner les choses, de ne pas agir en parallèle. Alain Milon, lui, est le rapporteur du texte au Sénat. Il a passé une partie de la matinée avec Roselyne Bachelot. Son rôle est essentiel, dégager un consensus sur le projet de loi.
Ce qui pose problème, c'est surtout la gouvernance d'hôpital et le pouvoir des médecins dans le cadre de l'organisation administrative d'hôpital. Ça va être le travail de la commission de fédérer autour d'une base commune, même à droite. Aujourd'hui, la contestation était encore au gris du Sénat et en blouse blanche. Mais François Fillon et les ministres concernés ont multiplié les entretiens pour qu'elle ne gagne pas les couloirs de la Haute Assemblée. Allez, j'en viens maintenant à un sujet à la fois grave et consensuel, la lutte contre l'inceste à la une cette semaine à l'Assemblée. La proposition de loi de la députée UMP Marie-Louise Faure pour inscrire l'inceste dans le code pénal. Un sujet dont je le sais qui vous mobilise aussi, Christian Estrosi. Alors tout de suite les explications avec Julien Paquet. Près de 2 millions de personnes victimes de l'inceste en France. C'est le résultat choc d'une enquête réalisée par l'Institut Ipsos et publiée en janvier dernier. Un Français sur 4 a dans son entourage une personne concernée par l'inceste. Cette étude était une première en France où il n'existe aucune mesure chiffrée spécifique à l'inceste. Dans un rapport parlementaire publié également en janvier, la députée Marie-Louise Faure évoque pour sa part le chiffre d'1 million de victimes. Devant ce flou statistique, son texte recommande tout d'abord la création d'une étude générale annuelle. L'objectif, mieux évaluer le nombre de personnes concernées. Marie-Louise Faure recommande aussi la mise en place d'une véritable politique de prévention. Par exemple, le 119, numéro d'appel pour l'enfance en danger, devrait être davantage mis en valeur. Dernière lacune pointée par le rapport, l'absence de notion d'inceste dans le code pénal. Et c'est sans doute cela le plus important. Les parlementaires souhaitent donc inscrire l'inceste en le rangeant dans la catégorie des crimes. En 2005, un rapport de Christian Estrosi sur le même sujet n'avait été suivi d'aucune mesure concrète. Alors pourquoi on a attendu si longtemps, Christian Estrosi ? 4 ans. Je ne peux que le déplorer. Bon, en 2005, vous aviez déjà dit l'essentiel sur le sujet. J'avais fait un rapport où tout y était, sur la réforme du code pénal, du code civil et même du code des collectivités territoriales. Donc un rapport qui allait beaucoup plus loin encore que ce texte qui est déjà, grâce à Marie-Louise Faure, une grande avancée, je l'ai beaucoup soutenu. Mais ni le garde des Sceaux de l'époque, ni le Premier ministre de l'époque, ni le Président de la République de l'époque n'avaient souhaité que nous puissions reconnaître l'inceste dans notre code pénal. Désormais, sous ce Président de la République, sous ce Premier ministre, c'est chose faite, grâce à une initiative du groupe UMP. Vous imaginez la satisfaction qui est la mienne sur un sujet qui malheureusement est encore un tabou dans toutes les grandes sociétés dans le monde entier, alors que c'est un drame, que c'est une détresse, une souffrance que subissent d'abord des enfants, mais des enfants qui deviennent ensuite adultes et qui restent traumatisés toute une vie entière. Et il y a près de 2 millions de personnes recensées dans notre pays comme ayant été victimes de l'inceste. Eh bien, je ne peux que me réjouir en tout cas de cette avancée considérable. C'est un combat que je menais depuis des années et c'était une grande fierté d'accompagner ce texte et de le voir enfin reconnu dans notre loi. Voilà, on va passer à l'actualité de mercredi, le top départ pour la campagne des Européennes à droite. Et oui, cette fois, c'est parti. Mercredi matin, l'UMP considère avoir lancé sa campagne des Européennes. La veille au soir, pas moins de 14 ministres autour de François Fillon à Rueil-Malmaison pour un premier meeting où cette fois, il n'est pas question de manquer de sérieux sur les questions européennes. Michel Barnier, numéro 1 de la liste, et surtout sa numéro 2, Rachida Dati, se montre volontaire et précis. Germain Andrieux. Quand l'Europe veut, l'Europe peut. Le slogan une fois lancé, Rachida Dati entre en première ligne avec Xavier Bertrand et Michel Barnier. Hier soir, toutes les figures clés du parti ont affiché l'unité devant 1500 militants. À la tribune se succèdent les ministres Jean-Marie Bockel, Éric Besson ou encore Hervé Morin, avec pour le moment un seul objectif, s'appuyer sur la présidence française. Nous voulons donc renouer avec une Europe politique. Une Europe politique, ça veut dire le volontarisme, la volonté, ça veut dire aussi la responsabilité. Voilà pourquoi les hommes et les femmes qui vont s'engager dans cette campagne doivent avoir la même détermination, le même volontarisme et la même énergie que Nicolas Sarkozy pendant la présidence française de l'Union européenne. Mais il est encore trop tôt pour livrer le programme précis du parti. Le Premier ministre a attaqué l'absence de programme de l'opposition, sans oublier de rappeler sa position ferme sur l'élargissement. Notre refus non négociable d'accepter l'adhésion de la Turquie
n'est pas une hostilité à l'égard de cette grande et prestigieuse nation qui doit naturellement être étroitement associée à l'Union européenne. Seule ombre au tableau pour le MP à 6 semaines du scrutin, les listes ne sont toujours pas publiées. Elles sont annoncées pour début mai en même temps qu'une liste de propositions concrètes, peut-être avant mardi, où Nicolas Sarkozy en personne lancera la campagne à Nîmes lors d'un meeting républicain. Bon, alors elles sont pour quand ces listes, Christian Estrosi? Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Non, nous avons un bureau politique qui est programmé le 7 mai prochain et au terme duquel les listes seront dévoilées. Nous aurons terminé avec la phase d'investiture. C'est largement assez tôt, un mois avant les élections, que de publier courte campagne quand même, une campagne où on sait que vous allez jouer gros. On va scruter bien sûr ces résultats des élections européennes. Michel Barnier, Rachida Dati, c'est vraiment le ticket gagnant? Je crois qu'en Île-de-France, puisque je vous rappelle que nous nous adressons à tous les Français, vous ne parlez que de l'Île-de-France. Michel Barnier et Rachida Dati sont le ticket qui a toutes les chances de l'emporter. Ce sont deux grandes personnalités de très grande qualité pour porter le message de la France en Europe et le message européen en même temps. Ce qui s'est passé avec Rachida Dati il y a quelques jours, ça n'a pas porté préjudice à la suite de la campagne. Franchement, le montage qui a été fait autour de ça, qui est un montage à partir d'un enregistrement fait par un téléphone, est honteux. Rachida Dati est un grand garde des Sceaux, une grande personnalité de notre mouvement. Avoir tourné en dérision un enregistrement sur une phase, je dirais, de distraction entre elles-mêmes, parce que vous savez, le côté humain, le cœur, l'échange, la plaisanterie dans nos rencontres avec les militants, ça existe aussi. C'était pas un meeting officiel comme celui que nous avons tenu à Rueil-Malmaison. C'est pourquoi c'est honteux. Et je le dis, il faut arrêter. Il en va même de la responsabilité des médias et de la presse de ne plus tourner tout le temps en dérision la vie publique, parce qu'un jour nous risquerions de connaître de grandes déconvenues pour tout le monde, que ce soit pour la crédibilité des médias, comme pour la crédibilité de la vie démocratique et politique de notre pays. Pour le reste, les européennes, c'est un grand sujet. On a sans doute le chef de l'État qui a été le premier président de l'Union européenne au cours du deuxième semestre 2008, a donné pour la première fois de son existence une telle dimension politique à l'Europe pour lui donner un vrai sens et montrer la capacité de l'Europe face aux États-Unis, face à la Chine, face aux plus grands de ce monde, face à la Russie. Cette présidence française, ça va jouer pour le résultat le 7 juin prochain? Les avancées qu'aura permis Nicolas Sarkozy pour que l'Union européenne pèse de tout son poids politique, notamment au moment où nous sommes rentrés de plein pied dans cette crise financière, imposer la concrétisation d'un G20, etc. Donc vous attendez un vote félicitation et pas un vote sanction? Non. L'échéance européenne est toujours une échéance difficile. Mais je crois simplement que grâce à son action, le président de la République a fait prendre conscience peut-être pour la première fois aux Françaises et aux Français que l'échéance européenne était plus importante qu'ils ne l'ont pensé par le passé. À la Société Générale, Daniel Bouton s'en va, mais sans les honneurs. Depuis le début de l'affaire Kerviel en janvier 2008, le président de la banque avait réussi à tenir, au départ même avec le soutien de ses salariés et du conseil d'administration. Mais aujourd'hui, il pousse un ouf de soulagement, ses salariés, à l'annonce de son départ. Marie Brémaud. Il aura finalement succombé aux multiples scandales. Fragilisé depuis l'affaire Kerviel, Daniel Bouton, à la tête de la Société Générale depuis 1997, démissionne. J'espère que pour la Générale, ceci va clore un épisode chargé d'interrogations et quelquefois de beaucoup d'incompréhension de la part notamment des clients des banques. Un épisode démarré il y a 15 mois par l'affaire Kerviel où le grand public découvre une fraude de presque 5 milliards d'euros imputée à ce jeune trader. Suivront de nombreuses maladresses comme l'attribution de plus de 200 000 stock options aux dirigeants de la banque, alors en pleine crise financière. Cela a créé une profonde rupture avec le personnel qui n'a plus eu confiance et qui a eu le sentiment que ces gens-là ne se battaient pas dans l'intérêt collectif mais uniquement pour eux. Pour garantir leurs revenus à un moment où l'ensemble des salariés se trouvaient appauvris. Il y a plus d'un an, le chef de l'État demandait au président de la Société Générale de prendre ses responsabilités. C'est chose faite aujourd'hui. Retenant les erreurs de communication passées, Daniel Bouton a bien fait savoir qu'il partait sans indemnité. Le futur retraité percevra tout de même 730 000 € par an.
À chaque président, son grand chantier. Nicolas Sarkozy a trouvé le sien, le Grand Paris. Il a présenté lui-même les grandes lignes de ce projet. C'était mercredi. Vous allez le voir, c'est ambitieux avec notamment 35 milliards d'euros pour les transports. Tout de suite les explications avec Marie-Laetitia Bourriez. 35 milliards d'euros pour les franciliens, 35 milliards d'euros pour redonner une âme à Paris. Priorité à l'environnement, Paris sera la ville de l'après-Kyoto. On ne peut pas relever le défi de l'après-Kyoto, de la ville durable, en restant dans les limites de sa seule collectivité territoriale. La ville durable ne peut se concevoir que dans cette perspective large, où l'on peut inscrire une révolution dans les modes de production et de transport. Miser sur les transports pour faire respirer la ville, mais aussi pour révolutionner le lien entre Paris et sa banlieue. Autre objectif du Grand Paris, plus de cohésion sociale avec la construction de 70 000 logements par an. La ville ne peut pas exclure, elle doit unir. Parce que la ville brasse les âges, elle métisse les pensées, la ville, les cultures. Et la ville doit être une source de protection pour les plus faibles. Pour réussir le pari du Grand Paris, il faudra peut-être déverrouiller les réglementations. Parmi les annonces de ce jour, Nicolas Sarkozy veut relever les coefficients d'occupation des sols. Une page média également dans l'actualité, c'est la nouvelle procédure. Le prochain président de Radio France, Jean-Luc Hess, a été entendu par les commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les deux commissions qui ont donné un avis favorable. Et puis aussi la désignation par le président du Sénat du président de la chaîne publique Sénat. C'est donc Gilles Leclerc, 56 ans, actuel rédacteur en chef des services économiques et politiques de France 2, qui va succéder à Jean-Pierre Elkabbach. Et puis notez que pour la présidence de LCP Assemblée nationale, l'audition des candidats sera retransmise sur la chaîne lundi 4 mai à partir de 14h. Absolument. Et puis autre image ce mercredi, celle de ce camion publicitaire circulant autour de l'Elysée, mais également devant l'Assemblée nationale avec cette pancarte: Monsieur le Président, trouvez-vous normal que les boucliers ne protègent que les riches? Une offensive du PS à la veille de l'examen de 3 propositions de loi socialistes dans l'hémicycle de l'Assemblée, visant, je cite, à remettre la France à l'heure juste. Et justement, des textes socialistes qui ont à nouveau créé du réfifi jeudi. Le bouclier fiscal, la rémunération des patrons ou encore le délit de solidarité, voilà pour les 3 sujets choisis par le PS pour leur grande journée d'initiative parlementaire jeudi. Le PS présente sur ces 3 thèmes 3 propositions de loi, sauf qu'entre majorité et opposition, les rancœurs sont encore et toujours là après le fameux épisode de la loi Internet et piratage. Du coup, vous allez le voir, on se rend coup pour coup et c'est au tour de la droite de perturber le calendrier de la gauche. Explication avec Anaïs Goubatio. Le Parti socialiste voulait un rendez-vous social et la séance commence sur les chapeaux de roue. L'UMP explique sa stratégie au programme obstruction parlementaire. Aujourd'hui, vous allez voir tranquillement ce que c'est que l'utilisation de procédures qui ne font vraiment pas avancer le débat. Des motions, peut-être des demandes de suspension de séance, peut-être des quorums après tout. Nous qui ne sommes pas d'accord avec vos propositions, on va faire comme vous quand vous n'êtes pas d'accord avec les nôtres. Oh, ce sera peut-être pas très constructif. Ça va durer qu'une journée. Mais comme ça permettra à chacun d'avoir bien gravé dans la mémoire une dernière fois ce que c'est que ce système ancien que nous voulons transformer. C'est la leçon de Jean-François Copé à l'opposition. Et les députés sont venus en nombre. L'exception d'irrecevabilité déposée par l'UMP a toutes les chances d'être votée. Le débat devra alors s'arrêter et la proposition de loi socialiste reportée au calendrier grec. Nous défendons une proposition de loi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec, mais acceptez au moins que les députés de mon groupe puissent s'exprimer, ceux du vôtre aussi, pour confronter nos points de vue, nos solutions. Alors vous imaginez que pour nous c'est acceptable, que c'est une banalité, que c'est une péripétie parlementaire. Non, c'est une situation politique particulièrement grave, qui met en péril le bon fonctionnement de notre démocratie, qui empêche que la colère populaire puisse s'exprimer ici, non seulement comme colère, mais aussi pour y apporter des réponses.
Le débat est plus que tendu. Les passes d'armes entre les deux présidents de groupe se succèdent. La séance est suspendue pendant 1 heure et les tractations vont bon train. À la reprise, les esprits semblent apaisés. L'UMP retire sa motion de procédure. Le débat aura bien lieu. Nous retirons notre motion de procédure afin que les socialistes puissent discuter de ce texte. Nous, pour ce qui nous concerne, nous avons déjà tout dit et donc nos orateurs, bien entendu, ne s'exprimeront pas sur la discussion générale. Nous avons déjà tellement dit de choses sur le sujet. Et le sujet est sensible. Il est question d'abroger le bouclier fiscal, réforme phare et contestée du gouvernement. Les députés UMP quittent peu à peu l'hémicycle. Le vote solennel de la proposition socialiste n'aura lieu que mardi. Christian Estrosi, vous le savez bien sûr, le 6 mai prochain, on va fêter les 2 ans de Nicolas Sarkozy à l'Élysée et ça sera l'heure d'un premier bilan d'une certaine manière. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a quand même une chose aujourd'hui qui peut être un peu reconnue comme, j'ouvre des guillemets, un échec? C'est ce sentiment que tous les parlementaires ont de ne pas être associés à la réforme et puis ce climat, on l'a dit encore tout à l'heure, très malsain qui règne au Palais Bourbon, au Parlement en général. Le président de la République a voulu une réforme constitutionnelle pour donner plus de place au Parlement. Regardez, en ce qui concerne le groupe UMP, 3 propositions de loi dans l'ordre du jour partagé. La première sur l'inceste qui vient d'être adoptée, puis une loi sur l'emploi, puis la loi de lutte contre les bandes armées qui d'ici la fin de ce trimestre sera défendue. On voit bien la confiance que le président de la République place dans le Parlement, au Parlement de savoir, lui, même si Jean-François se montrer... Copé, qui sortait un livre cette semaine, écrit « On sait que Nicolas Sarkozy a un rapport complexe avec les parlementaires, il est impatient, il aimerait qu'ils aillent aussi vite que lui pour voter les réformes qu'il annonce ». Alors vous n'êtes pas d'accord avec Jean-François Copé? Je pense que le président de la République, je le dis très clairement, avec la plus grande fermeté, a réussi en moins de 2 ans à faire des réformes à un rythme où on n'en avait pas fait pendant 30 ans dans notre pays, avec le courage, en tenant Mais bon, il frustre pas les en parlementaires. permettant la modernisation de notre pays au plan économique et social où nous avions tant de retard et la plupart des parlementaires du groupe UMP qui ne l'oublient pas ont été élus sur le programme et les engagements de Nicolas Sarkozy, plus que jamais affichent leur unité autour du président de la République. Donc pas de frustration parlementaire, j'en prends bonne note. Et puis sans doute pour fêter aussi les 2 ans de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, et puis aussi évidemment dans la perspective des élections européennes. Autre ouvrage cette semaine, celui de François Bayrou, avec un titre choc, Abus de pouvoir. Ça ne vous a pas échappé, le président du MoDem y dénonce une société des inégalités croissantes, totalement contraire, dit-il, à l'esprit français, c'est-à-dire à l'esprit républicain. François Bayrou, aujourd'hui, vous considérez qu'il est l'opposant numéro 1 à Nicolas Sarkozy? On dit beaucoup qu'il inquiète à l'UMP. Ce ton de donneur de leçons ne me dit rien qui vaille en réalité de la part de M. Bayrou, qui est en quelque sorte quelqu'un qui commence toujours comme Saint-Just et qui termine toujours comme Bozo le clown. Mais plus dangereux comme adversaire que les socialistes? Vous savez, il a un peu une fièvre égotique. On s'en soigne aisément, remarquez, mais c'est un virus qui est agressif et tenace si on n'y prend pas garde. Il fait du mal à l'UMP aujourd'hui? Alors, si son traitement passe par l'écriture d'un livre, ma foi... Vous êtes prêt à lui passer cette fantaisie? Que grand bien lui fasse. Allez, je n'accorde pas plus d'importance que cela à M. Bayrou, parce que, comme on dit, tout ce qui est excessif est dérisoire. On va terminer avec un peu de sourire quand même. Et Christine Lagarde, qui a fait le spectacle à la télévision américaine, invitée de Jon Stewart sur le plateau de Daily Show, la ministre de l'économie s'est prêtée de bonne grâce au jeu de cette émission satirique. À la question de l'animateur, vous avez viré les banquiers des banquiers. Est-ce que vous ne voulez pas en virer quelques-uns chez nous? Christine Lagarde a fait un véritable tabac avec sa réponse. On l'écoute. Christine Lagarde. How are you? Thank you so much for being here. How is France weathering this economic storm? You went in there and fired a couple of bankers. Yes, I did, sir. Can you fire a couple of allies? Is there any way? They did a crappy job. They have to go. In your mind. I love it. By the way, how would you say, and again, I don't know the language. How would you say crappy in French? Pourri. 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 How would you say catastrophic economic downturn in French? Récession économique catastrophique. See, that's beautiful. That sounds beautiful. If this depression were happening in French, I don't think we'd be nearly as panicked about it. Because it sounds so lovely at that point. I want to thank you so much for taking the time to come. For you. You have a present? Yes.
Because I thought you were going to give me a few clichés about France. So I decided to... Allez, juste un dernier mot là-dessus, Christian Estrosi. Christine est magnifique, voyez-vous. The Star is Born. Quelle offre cette image d'un gouvernement français autour du président de la République aux États-Unis avec cet esprit de détente, d'ouverture, en même temps que le sérieux qui lui appartient. Ben, c'est formidable. Voilà. Il y a un anglais parfait, un américain parfait. Elle a marqué des points en tout cas. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christian Estrosi d'avoir été notre invité. On va se retrouver bien sûr la semaine prochaine avec Emmanuel. Même endroit, même heure. Et une notre invitée invitée qui sera Catherine Tasca, vice-présidente du Sénat. Sénatrice socialiste. À la semaine prochaine.